Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le DAF Fresh Morning. Ensemble avec Jean-Paul. Jean-Paul, bonjour. Bonjour DAF Fresh. Comment tu vas ce matin? Un peu fatigué, mais ça va. Tu as vu la métamorphose d'Édouard Philippe? Oui, il souffre d'alopécie. C'est une perte. Et de vitiligo. De vitiligo aussi. Donc l'alopécie plus le vitiligo, ben oui, c'est très impressionnant quand on voit sa transformation physique. Mais il faut qu'il fasse une autre carte d'identité parce que là, il ne sera pas reconnaissable devant les autorités. Oui, effectivement. Mais comme tout le monde connaît Édouard Philippe, c'est une personnalité publique. Non, mais moi, je n'ai pas reconnu hier. Oui, c'est vrai que quand tu vois l'Édouard Philippe de 2017 et tu vois celui-là maintenant, c'est vraiment ces deux personnalités totalement différentes, oui, physiquement parlant. On a l'impression qu'il va s'engager pour la présidentielle. Mais oui, c'est le deal qu'il avait passé avec Emmanuel Macron. Hein. C'est le deal qu'il avait fait pour lui accorder son soutien lors des dernières élections de l'année dernière, de 2022. Donc l'objectif, c'était que Emmanuel Macron lui rende l'appareil au terme de son deuxième et dernier mandat. D'accord, ok. L'actualité internationale aujourd'hui, c'est jeudi. On va dans le brin d'histoire alors. Oui. On va dans le brin d'histoire, on va parler un peu d'une tradition. Hier est paru dans l'Union, en grand titre, les 100 jours de la transition, donc du CTRI. Alors, régulièrement, vous pouvez le constater qu'à chaque fois qu'on a une nouvelle personnalité qui accède à une fonction très importante, on a tendance à analyser les 100 premiers jours. Pourquoi 100 ? Voilà, pourquoi on analyse les 100 premiers jours ? D'où vient cette tradition ? D'où vient cette tradition-là d'analyse des 100 premiers jours ? Eh bien, c'est une tradition qui vient de Napoléon Bonaparte. Pourquoi ? Parce qu'il faut savoir que lorsqu'il abdique une première fois, après qu'il ait perdu la campagne de France, face à une coalition de 6 pays qui était composée de l'Angleterre, de la Russie, de la Prusse, de l'Autriche, la Suède et la Bavière, ils vont, au cours de la campagne de France que Napoléon va perdre, ces derniers vont pénétrer dans la ville de Paris le 31 mars 1814. À partir de là, le Sénat va le proclamer déchéant. Le Sénat français va proclamer la déchéance de Napoléon Ier. Et donc, celui-là sera contraint d'abdiquer le 6 avril 1814 et de signer le traité de Fontainebleau 5 jours plus tard. À partir de là, Napoléon Bonaparte, qui est déchu, se voit promettre la souveraineté. Il reste empereur, mais il n'est plus empereur de France. Il reste empereur d'un petit espace de 222 km², qui est une possession française, proche de l'Italie, qui s'appelle l'île d'Elbe. Et donc, là-bas, il va être transféré sur l'île d'Elbe et celui qui était l'un des derniers parents vivants du roi Louis XVI, qui s'appelle le comte de Provence, va monter sur le trône de France à la place de Napoléon Bonaparte et lui va prendre le nom de Louis XVIII. Cette période-là, on l'appelle la Restauration. Alors, pendant cette période, donc, Napoléon va aller sur l'île d'Elbe et puis là-bas, comme je l'ai dit, il n'est pas en prison. C'est juste que son administration, si tu veux, sa sphère d'influence, ce n'est plus toute la France, mais juste cette petite île-là. Et donc, dans un premier temps, il va essayer de s'occuper l'esprit en essayant d'arranger l'île, de faire des travaux. Mais les choses ne vont pas s'arranger très vite. Pourquoi ? Parce que il faut savoir que lorsqu'il abdique, avant de signer le décret d'abdication, on lui avait quand même promis une rente de 2 millions de francs mensuel. Et donc, avec ces 2 millions de francs, il était censé, c'est la coulée douce, comme un roi. Alors donc, quand il arrive sur l'île d'Elbe, non seulement il essaie de s'occuper l'esprit en faisant des travaux, mais vraiment, c'est pas ça. Et en plus, la rente de 2 millions qu'on lui avait promis ne vienne pas. Louis XVIII ne tient pas sa parole. Et pour couronner le tout, son épouse Marie-Louise et son fils refusent de le rejoindre sur l'île d'Elbe parce qu'elles estiment que c'est trop petit, c'est en plein milieu de l'océan et tout ça. Et donc, ça le dérange. Donc, si on peut permettre l'expression, il s'emmerde en fait sur place. Et en plus, sa femme et son fils, les êtres qu'il chérisse énormément, ne sont pas à son côté. Et donc, à partir de là, il va commencer à réfléchir à comment faire. D'autant plus que certains de ses proches qui sont restés à Paris lui font apporter des mots dans lesquels on lui explique que les Français, en réalité, ont encore besoin de lui. Et donc,
lui, croyant fermement en cette idée-là, eh ben, il va profiter de l'absence du commandant anglais Campbell, qui était chargé de le surveiller, pour s'échapper de l'île. Il va donc embarquer le 26 février 1815 à bord d'un navire qui s'appelle l'Inconstant, et il va arriver le 1er mars, notamment à Golfe-Oran, près de la ville d'Antibes, avec 6 autres navires et à peu près 1100 hommes. Alors, à partir de là, il va emprunter tout un itinéraire de passer par Jean Lépin. Il va emprunter la route des Alpes pour éviter justement la Provence, parce que la Provence lui était particulièrement hostile. Et donc, il va emprunter ensuite la route de Grenoble. Et petit à petit, à chaque fois qu'il rencontrait des soldats qui étaient censés l'arrêter, parce que dès que Louis XVIII va apprendre que Napoléon s'était échappé de l'île d'Elbe, il va le déclarer très très rebelle, et donc il va donner l'ordre à l'armée de l'arrêter par tous les moyens. Et donc à chaque fois qu'il croisait des soldats, Napoléon c'est un soldat, il sait comment s'adresser aux soldats, et donc à chaque fois il va trouver les mots pour rallier ces soldats-là à sa cause. Et donc petit à petit, il va rallier ainsi de suite des soldats jusqu'à arriver à la ville de Lyon. Et puis à partir de là, le 18 mars, il continue, il part de Lyon, et le 18 mars, il arrive à Auxerre. Là-bas, il retrouve un de ses anciens maréchaux, qui s'appelle le maréchal Ney, qui, au départ, lorsqu'il avait abdiqué, s'était rangé du côté de Louis XVIII. Et Louis XVIII, justement, lui avait confié une mission, celle d'aller attraper Napoléon. Et donc, lorsqu'il va rencontrer Napoléon à Auxerre, celui-là aussi va, une fois de plus, parvenir à le convaincre. Et donc, le maréchal Ney, qui était censé l'arrêter, va lui aussi se rallier à la cause de Napoléon. Il ne faut pas oublier qu'il avait promis à Louis XVIII de ramener Napoléon dans une cage de fer. Il devait le ramener comme un trophée. Et finalement, il va se rallier aussi à son ancien empereur. À partir de là, 2 jours plus tard, Napoléon est de retour à Paris. Et là, il va faire une entrée triomphale au palais des Tuileries, qui était sa résidence officielle, qui était aussi la résidence de Louis XVIII, qu'il avait déserté 2 jours auparavant lorsqu'il a appris que Napoléon devait arriver à Paris. Les Parisiens vont l'accueillir avec liesse et avec tous les honneurs. Mais évidemment, Napoléon n'aura pas compris une chose, c'est qu'en réalité, derrière cette liesse-là, l'esprit des Parisiens, l'esprit des Français avait changé. Pourquoi ? Parce que pendant toute la période, les 15 années à peu près où Napoléon Bonaparte était au pouvoir, dans la première phase, la France était tout le temps en guerre. Et donc, les Français en ont vraiment marre. Ils ne veulent plus de ce pouvoir-là qui privilégier la guerre. Et donc, pour essayer de les calmer, il va donc faire une chose, c'est-à-dire qu'il ne va plus avoir la totalité des pouvoirs, mais il va consentir un peu à libérer une partie du pouvoir, à les transférer à une nouvelle instance qu'ils vont appeler la Chambre des Pairs et la Chambre des représentants. La Chambre des Pairs, c'est l'équivalent, c'est l'actuel Sénat, et la Chambre des représentants, c'est l'Assemblée nationale. Et à partir de là, il va mettre en place aussi une monarchie constitutionnelle. Ce n'est plus une monarchie absolue, c'est une monarchie constitutionnelle, et donc il concède à partager le pouvoir avec, évidemment, les élus, les représentants du peuple. Et par la suite, il va constituer un gouvernement avec certaines personnalités, notamment Cambacérès à la justice, Davout à la guerre, Fouché à la police, Carnot à l'intérieur et Caulaincourt à l'extérieur. Et puis à partir de là, il va charger un juriste qui s'appelle Benjamin Constant de rédiger un acte additionnel qui vont justement intégrer la création de ces 2 assemblées-là, donc la Chambre des Pairs et la Chambre des représentants. À partir de là, évidemment, même s'il a quelque peu changé un peu la Constitution française en quelque sorte, et il a consenti à partager une partie de son pouvoir, ça ne parvient pas évidemment à dissiper les craintes, non pas seulement en France, mais surtout en Europe. Parce que, évidemment, les grandes puissances vont voir d'un très mauvais œil le retour au pouvoir de Napoléon, et donc elles vont décider de se rencontrer dans la ville de Vienne, en Autriche, lors de ce qu'on appelle le congrès de Vienne. C'est un congrès qui s'est déroulé du 8 septembre 1814 au 9 juin 1815, au cours duquel les grandes puissances avaient décidé de réorganiser l'Europe, mais réorganiser l'Europe sans Napoléon. Et donc, lors de ce congrès-là, un certain nombre de pays
qui vont reformer encore une coalition qu'on appelle la 7e coalition, constituée notamment de l'Angleterre, de l'Autriche, de l'Espagne, du Portugal, de la Prusse, de la Russie, de la Suède, des Pays-Bas, de la Saxe, de la Bavière, de Bade, de Wurtemberg, de la Suisse et de Naples. Eux vont décider de nommer, vont considérer que Napoléon était hors la loi, et donc ils vont décider de tout mettre en œuvre pour empêcher, évidemment, qu'il puisse véritablement asseoir son pouvoir. Et donc, à partir de cela, Napoléon n'est pas idiot. Il sait que ses jours sont comptés, et donc il décide de faire un pari. Il décide donc de frapper le premier, tout en espérant que lorsqu'il va frapper, évidemment, l'objectif sera d'empêcher que les Allemands et les Anglais puissent s'unir contre lui. Et donc, il estime que le meilleur endroit où il peut infliger une terrible défaite à l'Angleterre, tout en empêchant cette défaite-là qui pourrait ensuite être un moyen de dissuader les Allemands de s'allier, à l'époque on les appelait les Prussiens, de s'allier aux Anglais, il estime que c'est en Belgique que cela doit se faire. Et donc il va en Belgique, il y arrive le 12 juin et le 18 juin, il y a la fameuse bataille de Waterloo, malheureusement perdue pour lui, puisque les Prussiens et les Anglais vont donc s'associer. Et donc, de retour à Paris, après la terrible défaite de Waterloo, donc il est contraint, Napoléon Ier, d'abdiquer une deuxième fois le 22 juin. Donc, son intermède au pouvoir aura duré 100 jours, du 18 mars 1815 au 22 juin 1815. Donc, c'est à peine 100 jours qu'il est resté au pouvoir. Et là, dans la foulée, le 8 juillet 1815, Louis XVIII remonte alors sur le trône. Il ramène aussi un certain nombre de personnalités donc au pouvoir. Et à partir de là, il va y avoir, c'est le préfet de la Seine qui s'appelle Chabrol de Volvic, qui va être le premier à évoquer les 100 jours de Napoléon. Par la suite, évidemment, d'autres expressions vont entrer aussi dans l'usage pour parler, par exemple, du vol de l'aigle, pour parler de cette période de 100 jours, ou encore de l'invasion d'un pays par un seul homme. Chateaubriand avait fait un excellent texte pour raconter justement cette période de 100 jours de Napoléon. Et donc, à partir de là, si tu veux, l'histoire des 100 jours reste comme étant le retour de Napoléon, la deuxième période où Napoléon a été au pouvoir. C'était une période courte, mais c'était une période extrêmement intense au vu de tout ce qu'il avait pu réaliser en à peine 100 jours. C'est-à-dire qu'en 100 jours, il avait mis en place une monarchie constitutionnelle dont les principes sont encore utilisés jusqu'à aujourd'hui, puisqu'il avait créé le Sénat et l'Assemblée nationale. Et puis, il va être le premier à mettre en place ce qu'on appelle un régime semi-présidentiel, c'est-à-dire où le président, ou si tu veux le président, le roi, le monarque en quelque sorte, ne s'accapare plus tous les pouvoirs, mais consent à partager une partie de ses prérogatives avec les représentants du peuple. Donc, en 100 jours, il a, encore une fois de plus, marqué de son empreinte, évidemment, l'histoire de France. Mais aussi 100 jours, évidemment, c'est une période aussi qui montre à la fois dans l'histoire des politiques que lorsqu'on arrive à une fonction, notamment celle de président de la République, on a toujours cet état de grâce-là. Cet état de grâce où ceux qui vous ont élus comme ceux qui ne vous ont pas élus, consentent à ne pas vous critiquer, consentent à vous laisser le temps véritablement de pouvoir poser vos actes et ensuite avoir une première analyse. Et donc, pourquoi on prend les 100 jours? Parce qu'on se dit que 100 jours, c'est suffisant pour un président pour commencer à réaliser des choses. Comme Napoléon l'avait fait en 100 jours, tous les présidents peuvent le faire en 100 jours. Mais le fait que l'on l'imprime dans l'action d'un président, ça vient de Valéry Giscard d'Estaing. Lorsque celui-là va arriver au pouvoir en 1974, c'est lui qui va remettre au goût du jour l'expression des 100 jours. Puisque lorsqu'il prend le pouvoir, il promet aux Français de réformer la France, de la rénover au bout de 100 jours. Et donc, à partir de là, cette idée des 100 jours va se réinstaller, mais là dans le domaine politique moderne, ça sort du domaine historique pour entrer dans le domaine
politique. Et maintenant, aujourd'hui, les 100 jours vont être reprises à chaque fois par les différents successeurs de Valéry Giscard d'Estaing à l'Élysée, que ce soit François Mitterrand, Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy ou François Hollande. Et même, ça va s'étendre à l'ensemble du monde entier. Aux États-Unis, on parle de 100 jours. Même en Angleterre, quand on a un nouveau locataire au 10 Downing Street, on parle des 100 jours. Mais les 100 jours aussi, ça veut dire quoi? Et pourquoi ce goût, évidemment, du 100 jours? C'est parce qu'aujourd'hui, en politique, l'état de grâce, si tu veux, la période où on a l'adhésion du peuple, ces périodes-là sont très, très courtes. Aujourd'hui, il est rare de voir un président, du début à la fin de son mandat, avoir l'adhésion populaire de son côté. Pourquoi? Parce qu'il va trouver une situation d'un pays difficile et il ne sera pas en capacité de pouvoir satisfaire tout le monde. Quand je dis tout le monde, c'est à la fois le peuple, savoir les partenaires institutionnels et autres. Et donc, on est dans une situation où le président de la République est obligé de prendre des décisions qui, quoi qu'il fasse, seront impopulaires pour une frange de la population, pour une partie des partenaires. Donc, il ne sera jamais en capacité d'avoir la popularité qui va lui permettre en temps réel d'avoir en permanence l'adhésion de tout le monde. Et donc, c'est la raison pour laquelle on s'intéresse aux 100 premiers jours. Parce que c'est cette période-là où, du fait de l'état des grâces dont il bénéficie, il a donc la capacité plus ou moins politique de pouvoir mettre en place, de pouvoir manœuvrer plus ou moins facilement. Au-delà des 100 jours, ça commence à devenir difficile parce que forcément, peut-être les actes qu'il pose au cours des 100 premiers jours, les résultats ne sont pas là ou les résultats sont mitigés. Et à partir de là, l'état de grâce disparaît et donc il fait face maintenant à une véritable opposition. Et donc, c'est ça qui est important, c'est de voir comment est-ce qu'une personnalité, lorsqu'elle arrive en fonction, elle parvient à impulser, si tu veux, sa capacité à pouvoir transformer, réformer, améliorer la société, en l'occurrence pour le président de la République. Pour un manager, on voit comment est-ce on voit déjà un peu comment il essaye d'implémenter sa vision, d'implémenter sa stratégie. Et donc, ça en dit un peu sur la capacité ou le dynamisme de ce manager-là. Et donc, cette tradition des 100 jours nous vient de cette époque-là napoléonienne du 22 mars. Il n'a fait que 100 jours. Oui, du 18 mars au 22 juin 1815. Il n'a fait que 100 jours lors de son retour au pouvoir. Et il s'est inscrit dans l'histoire de la France. Et encore une fois, oui. Merci Jean-Paul avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, dans Luda Fresh Morning. Jean-Paul, il faudrait que tu regardes le dernier film de Martin Scorsese où Robert De Niro avec, et Leonardo DiCaprio. Ça traite de l'histoire des tribus originaires des États-Unis. Oui, les tribus indiennes. Oui. Exact. Okay. Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM.